La Seine-sur-Mer, deuxième ville du département, joue son avenir dans un match très serré entre le maire sortant Marc Villemot et le député Philippe Vittel. Nous sommes allés rencontrer les deux hommes pour faire un point sur leur campagne. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. On vous rencontre à un moment de l'année où qu'on venait de faire un bilan, et il se trouve qu'on va arriver à la fin de votre premier mandat. Comment allez-vous? Je vais bien, je vous remercie. Je vais bien, d'autant que je suis, je dresse une évaluation objective, plutôt positive des presque 6 années qui viennent de se passer. C'est beaucoup de travail, hein. Quand on se retourne sur les 6 dernières années, vous avez eu des moments très forts. Oui, il y a eu des moments forts, qui ne sont pas forcément d'ailleurs les moments les plus médiatisés, mais il y a eu surtout et il y a toujours le travail du quotidien, pas tellement le travail sur les dossiers qui est prenant, c'est entendu, mais je pense surtout au travail qui a pu être mené en relation avec mes concitoyens, qu'ils soient organisés dans le monde associatif ou qu'ils soient de simples concitoyens avec lesquels j'ai pu avoir de la vraie relation. Oui. Quel point fort tirez-vous de ce premier mandat? Il y en a plusieurs. Je suis plutôt satisfait de ce que nous avons justement pu mettre en œuvre en matière de démocratie participative ou de démocratie locale, ou appelons-le comme on veut, association de nos concitoyens à leur devenir et à leur immédiat. C'était quelque chose qui me paraissait au début du mandat comme nécessaire en termes d'objectifs, mais très honnêtement, je ne savais pas par quel bout attraper la chose. La mise en œuvre d'une dynamique autour des conseils de quartier, en relation avec les comités d'intérêt local, la mise en place de comités d'usagers sur différentes thématiques qui ont été fortes, le stationnement du centre ancien, par exemple la préparation du dispositif qu'il faudra mettre en œuvre de par la loi sur les rythmes scolaires, enfin tout un tas de systèmes qui ont permis aux élus, et à commencer par le maire que j'ai été et que je suis encore, au moins pour les 3 mois à venir, d'être accompagné, de partager des questions, de partager des pistes de solutions et de mettre en œuvre avec des citoyens volontaires un certain nombre de dispositions qui, semble-t-il, ont été utiles. Et puis, il y a eu aussi des démarches qui ont permis de poser des jalons plus structurants en termes d'aménagement urbain, notamment le frein qu'on a pu donner à une certaine urbanisation un peu effrénée qui était permise par un précédent plan local d'urbanisme. Oui, il faut que la Seine évolue, mais la Seine doit évoluer au rythme compatible avec ce que ses habitants peuvent admettre et ce que la puissance publique peut mettre en œuvre pour pouvoir suivre cette arrivée de nouveaux Seinois. Le besoin de logement est criant, on le sait bien, c'est un des vrais enjeux de ce début du XXIe siècle et pas simplement à la Seine, mais il faut que ça se fasse de façon raisonnée. Alors cette révision de la permissivité trop forte, notamment avec la diminution de moitié des zones ultra constructibles, a été un élément structurant de ce mandat. Il y a également eu la mise en œuvre d'opérations fortes qui avaient pour certaines d'ailleurs été engagées par mon prédécesseur. La continuité républicaine, c'est un devoir, me semble-t-il, pour un élu. Je pense par exemple au lancement d'opérations comme le nouveau port de Plaisance, je pense à la rénovation de nos grands ensembles d'habitat social, je pense au travail qui a été poursuivi et accentué sur la reconquête de notre centre historique, et puis un certain nombre d'opérations dont nous ne pensions pas qu'elles devaient être mises en œuvre, mais pour lesquelles l'analyse des besoins nous est apparue comme les rendant nécessaires, sinon indispensables.
Je pense au lancement de ce fameux casino de jeu qui participe comme un élément d'un puzzle à la reconquête du site des anciens chantiers navals et qui participe déjà à l'équilibre budgétaire de la ville. Et je pense à des opérations qui ne sont pas très prestigieuses, mais tellement indispensables aujourd'hui lorsqu'on sait qu'il y a 4 sur 10 de nos défunts aujourd'hui qui optent pour la crémation. Eh bien, la réalisation d'un crématorium qui fait défaut sur toute la zone du Grand Toulon et qui va être inauguré à la mi-janvier. Je pense également au travail d'accompagnement et de soutien qu'on a pu mener en direction des entreprises du pôle de compétitivité mer à vocation mondiale, qui est l'outil, l'instrument majeur de redynamisation économique de l'ensemble de la rade de Toulon, pour lequel on s'est beaucoup investi en tant que commune, mais également dans notre participation à la communauté d'agglomération. Je pense au contrat de baie de la rade de Toulon et aux nécessités d'agir en faveur du développement durable. Je pense, puisqu'on parle de développement durable, au fait que nous ayons réussi à sauver de l'urbanisation un territoire important de notre commune, qui est le domaine de Fabregas, 55 hectares de forêts et d'anciennes terres agricoles, et qui aujourd'hui est protégé de façon durable dans le cadre d'un partenariat avec le Conservatoire du Littoral. Je pense à la zone de protection du patrimoine de la corniche de Tamaris. Je pense à beaucoup de choses. Certaines donc étaient prévues, d'autres ne l'étaient pas. Leurs besoins ont surgi par l'analyse du fonctionnement. Et en fil rouge à tout ça, la maîtrise des finances de la commune, parce que, on le sait bien, c'est l'argent qui permet de réaliser à la fois les équipements, les infrastructures, mais également de faire fonctionner le service public dans une période de crise où les plus humbles de nos concitoyens, mais pas eux seulement, les classes moyennes sont aussi lourdement victimes, ont besoin du service public, un service public accessible à tout le monde, parce que c'est ce qui garantit cette équité, cette égalité de traitement et qui compense dans une certaine mesure les inégalités dont sont victimes nos concitoyens. Donc vous voyez, il est très difficile de hiérarchiser les éléments de satisfaction les uns par rapport aux autres, mais cet ensemble-là, même disparate à première vue, relève d'une démarche globale qui a contribué, me semble-t-il, à permettre à la Seine de reprendre un petit peu pied avec la simple République, en étant de nouveau, après beaucoup d'années de vicissitudes, une commune comme une autre sur un territoire démocratique. Alors vous faisiez référence justement à TPM. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à TPM, vous êtes isolé, c'est plutôt une terre de droite, et pourtant vous arrivez à travailler, c'est ce que vous appelez la continuité républicaine. C'est ce qui impose aux élus de travailler pour l'intérêt général. Oui, je n'ai pas le sentiment d'être très isolé au sein de TPM. Si tel était le cas, je crois que le président de la communauté d'agglomération ne m'aurait pas confié les dossiers qu'il m'a confiés comme vice-président en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Dossier que nous avons pu mener à bien. L'école d'ingénieurs de la gare de la Valette a ouvert ses portes pour l'actuelle rentrée universitaire conformément aux plans établis. Le centre universitaire qui est en fin de réalisation sur la dalle des Ferrailleurs à Toulon va aussi pouvoir ouvrir ses portes dans les mois à venir. On a bien travaillé sur le logement étudiant, notamment dans le cadre de la réhabilitation du centre ancien de Toulon, qui fait l'objet d'un programme de rénovation urbaine. Et donc, certes, je me suis intéressé, et là ça illustre bien, je crois, cette continuité républicaine qui est aussi territoriale. Je me suis impliqué pour que la Seine soit entendue par la communauté d'agglomération, mais je me suis aussi impliqué comme vice-président de TPM sur les dossiers qui m'ont été confiés et qui bénéficient à l'ensemble de l'agglomération. Quand on regarde plus précisément à la Seine, vous avez pris un levier qui est la culture. C'était un pari qui n'était pas facile et pourtant au bout de 6 ans on voit que c'est un pari qui est presque réussi.
Oui, il reste encore beaucoup de sujets à traiter sur le champ culturel. La culture est, je crois, un des vecteurs majeurs d'une démocratie. C'est celle qui participe à l'élévation des consciences et qui crée les conditions pour que tous, autant que faire se peut, puissent être des citoyens éclairés, conscients des déterminismes socio-économiques du monde dans lequel ils vivent, capables d'avoir une réflexion sur les causes de ces déterminismes et une réflexion sur les façons de faire évoluer les choses. La culture, parce qu'elle touche à la fois à la connaissance et à l'affectif, me paraît être un bien précieux justement pour que seuls et collectivement nos concitoyens puissent être, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient plus âgés, qu'ils soient des hommes ou qu'ils soient des femmes, qu'ils soient des ouvriers ou qu'ils soient des intellectuels, qui puissent être acteurs de la vie de la cité. Alors le pari n'est pas simple dans une période de crise parce que lorsque on est confronté à des difficultés de gestion, la culture ça a un coût et c'est normal que ça ait un coût. La tendance de l'immédiat serait de se dire non, on va se préoccuper d'abord des compétences obligatoires de la commune, la culture n'en fait pas partie. Ben non, surtout pas. Il fallait à la fois jongler avec les ressources matérielles, financières et naturellement humaines, publiques, des services de la commune ayant en charge l'éveil aux faits artistiques, aux faits culturels, pour pouvoir faire en sorte que dans tous les quartiers, dans toutes les catégories de la population, les uns et les autres puissent s'approprier ce formidable outil d'émancipation. Il reste un très long chemin à accomplir, mais si je regarde simplement le fait que nous ayons mobilisé non seulement les services communaux, mais également nous ayons créé les conditions de la mobilisation de tout ce monde associatif qui tourne autour de la culture sur le centre historique de la ville, qui est un endroit qui a besoin que la puissance publique l'accompagne fortement. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Il faut pouvoir poursuivre en ce sens. Dans votre dernier mandat, s'il y a un fait saillant, c'est vraisemblablement la venue de François Hollande. À l'occasion de sa venue, on assistait à son discours. Il vous a dit qu'il y aurait une maternité à la Seine. Comment avez-vous vécu la décision de Marisol Touraine ? Très mal, et je lui ai signifié. Je crois que, bien entendu, la situation depuis a évolué. Il est probable que les arguments que nous utilisions, et qui sont toujours fondés à mon avis, pour réclamer le maintien de cette maternité, puis la réouverture de cette maternité, ces arguments en termes de durée de déplacement pour se rendre vers un centre hospitalier pouvant accueillir une maternité, en l'occurrence aujourd'hui celui de Sainte-Musse, ces arguments vont tomber dans les mois à venir avec l'ouverture du tunnel de Toulon, du moins à la plupart des heures de la journée. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas avoir une lecture territoriale du service public, et ce qui est vrai que j'évoquais tout à l'heure pour une commune et la prise en compte de tous ses concitoyens, quels que soient les quartiers où ils vivent, quelle que soit leur situation sociale et économique, ça doit être vrai a fortiori pour le service public de la santé, que ce soit dans sa dimension préventive ou dans sa dimension curative. Aujourd'hui, le fait que le gouvernement n'ait pas opté pour une relecture de la loi Bachelot, qui a fondé tout ce démantèlement sur l'ensemble du territoire du pays du service public de santé, est une vraie préoccupation, et surtout pour le socialiste que je suis. Et pire que ça. En effet, alors que François Hollande et Marisol Touraine, qui étaient ensemble à la Seine au cours de leur campagne pour l'élection présidentielle, n'aient pas donné suite à l'engagement qu'ils ont pris devant vous, les opérateurs de la presse, dans lequel ils disaient que si François Hollande devenait président de la République, et de mémoire je cite ces termes, il y aura toujours ici des accouchements. C'est une vraie blessure. C'est une vraie blessure. Bien sûr, on pouvait imaginer que
une meilleure connaissance de la situation après l'élection puisse amener un décideur à revoir la position qu'il avait prise lors d'un engagement. Ça, n'importe quel homme public responsable se doit de le faire, mais à ce moment-là, il se doit d'apporter les explications à ceux qui lui ont fait confiance, comme à ceux d'ailleurs qui lui ont pas fait confiance. Et c'est là que le bât blesse, me semble-t-il. Je pense que la ministre, au lieu de s'enferrer dans un silence, aurait dû venir parler aux Seynois, ou trouver les moyens de parler aux Seynois et aux gens des 12 communes du territoire concerné par la maternité de l'hôpital de la Seine, en expliquant les raisons pour lesquelles il n'était pas possible de donner suite à l'engagement qui avait été pris de façon formelle. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu des propos assez rudes, limite discourtois, en direction de la ministre, bien entendu. Mais c'est aussi la raison qui fait qu'il y a quelques mois, son cabinet, qui a dû réfléchir avec elle sur cette situation, m'a convié à venir travailler sur de nouvelles perspectives pour l'offre de santé sur le territoire de l'ouest de Toulon. Et nous nous y employons aujourd'hui. Certes, il est fort probable que nous n'aurons plus de maternité à la Seine, mais nous travaillons sur l'offre de soins. Je trouve que c'est dommage que nous ayons perdu du temps à l'issue de cette élection qui était attendue par les Français, c'est entendu. Et nous avons surtout perdu de la crédibilité d'acteurs publics. J'en suis Marie, mais c'est ainsi, c'est une situation à laquelle je ne m'attendais pas, mais comme je suis aussi un amateur en activité politique, j'ai au moins appris quelque chose en espérant que ça ne se reproduira plus jamais. Une dernière question, si vous le permettez. Dans les derniers jours du mois de décembre, un journal bien connu du matin vous a sorti un sondage qui vous place largement en tête. Ça va vous aider à passer de bonnes vacances ? Le sondage en question ne me place pas largement en tête, il me place certes en tête. Confortablement en tête, dirons-nous. Je crois qu'il faut lire les différentes questions du sondage dont vous parlez. Il y en avait 3. Il y en avait une qui concernait, on va dire, la notoriété des différents futurs têtes de liste. Et en effet, il ne paraît pas anormal que quelqu'un qui est Seynois depuis sa naissance, quelqu'un qui est élu communal depuis 20 ans, 1993, et soit connu par au moins 80% de ses concitoyens, même si il y a une évolution permanente de la population seynoise, avec des nouveaux venus, avec des gens qui s'en vont. On a eu 9% à peu près d'habitants en plus depuis le début du mandat. Bon, il y a eu les intentions de vote du premier tour, où là, en effet, je ne suis pas assis confortablement en tête dans les intentions de vote de mes concitoyens. Certes, je suis en tête, mais talonné pas très loin par mes concurrents de droite dans un cas, soit parce qu'il y a eu plusieurs hypothèses dans ce sondage, ou d'extrême droite dans l'autre cas, ce qui, s'agissant de ce dernier point de vue apporté par les personnes sondées, m'amène à confirmer qu'il est absolument effrayant de voir, notamment dans notre région et en particulier dans le département du Var, cette évolution du vote pour l'extrême droite, si tant est que les électeurs confirment les orientations de ce sondage. Il est donc nécessaire que tous les républicains, ceux de droite comme ceux de gauche, se ressaisissent, et je peux dire que la campagne pour cette élection municipale se doit d'être absolument exemplaire sur des échanges de projets, sur des échanges de vues, sur mon bilan, sur les propositions des uns et des autres, de façon respectueuse, mais respectueuse des hommes et des femmes qui vont être candidats, mais surtout respectueuse des concitoyens qui vont être les électeurs. Et puis il y a la troisième question de ce sondage, qui, elle, fait apparaître que là, je suis aussi, en effet, plutôt plus largement en tête que mes concurrents,
c'est une question qui touchait plutôt à la notoriété, à la bonne image qu'on peut avoir du candidat. Mais évidemment, s'agissant du maire sortant, c'est aussi la bonne ou la mauvaise image du candidat qui a un bilan à défendre. Et là, le résultat est singulièrement plus important que le résultat des intentions de vote. Je crois que moi, j'ai senti un message apporté par les sondés en répondant de cette façon-là, avec plus de 42%, je crois, ou 43% d'avis favorables sur le fait que j'ai plutôt fait du bon boulot. Et le message, c'est, je le traduis comme ça en tout cas, Marc Villemot, écoute, tu dois créer les conditions du rassemblement le plus important de gens, bien entendu, de gauche, bien entendu, du monde de l'écologie, mais également de républicains. Et tu dois faire en sorte que l'équipe qui va être constituée soit une équipe qui soit un véritable miroir de la société républicaine séinoise pour que le maximum de nos concitoyens puissent se retrouver dans ces hommes et ces femmes qui mettront leur talent, leur savoir-faire, leur engagement, leur envie et surtout, j'ai pas peur de le dire, leur amour pour notre commune. Eh bien écoutez, on vous remercie, on va vous souhaiter une très bonne année 2014, on vous dit à très bientôt. Également meilleure année à vous tous. Écoutons à présent